Écouter de la musique, c'est un excellent moyen de s'évader du monde réel. Mettez votre casque sur les oreilles, lancez n'importe quelle chanson et soudainement vous êtes comme transporté, loin de tout, là où vous désirez que votre playlist vous emmène. La plupart des chansons que l'on écoute racontent des histoires fictives ou inspirées d'une vérité tellement exagérée ou déformée qu'elle en devient fausse. Mais pour certaines, ce n'est pas le cas. Il arrive que certains morceaux soient le reflet brutal de la réalité. Et ces morceaux sont probablement dans vos playlists, que vous soyez fan de rock ou non. Dans cette vidéo, on va parler de 5 morceaux emblématiques dans le rock, le grunge et le métal, derrière lesquels se cachent de vraies histoires, tristes, horribles, choquantes, ou bien les trois à la fois. Numéro 5, Mother de John Lennon. John Lennon, on le connaît principalement pour être l'un des fondateurs des Beatles, un groupe mythique né dans les années 60 qu'il n'est pas vraiment la peine de présenter. Le groupe est actif en tant que Beatles entre 1960 et 1970, et à l'arrêt de celui-ci, John Lennon va sortir son premier album solo en studio, Plastic Ono Band, et le premier titre de cet album, c'est Mother. Mother, c'est un titre particulier et même surprenant, surtout sur la fin, où on entend John Lennon hurler à sa mère de ne pas partir et à son père de revenir à la maison. Et pour cause, l'histoire de Mother est directement inspirée de l'histoire assez tragique de l'enfance qu'a connue John Lennon. John naît dans une famille monoparentale, il débute sa vie avec un père absent qui se contente d'envoyer tous les mois des chèques à son ex-femme, Julia, la mère de John. Celui-ci tente de revenir dans la famille lorsque John est encore un petit enfant, mais Julia a refait sa vie, alors elle refuse. Le père de John sortira définitivement de la vie de son ex-femme et de John à ce moment-là. Le petit John déménagera chez sa tante, Mimi, chez qui il sera élevé. John, même s'il n'habite pas avec elle, garde quand même contact avec sa mère, avec qui il n'est pas en mauvais termes, et puis arrive juillet 1958. Et là... La mère de John Lennon rentre de chez sa sœur lorsqu'elle est percutée et tuée par une voiture. John n'aura pas vraiment le temps d'y réfléchir et de faire son deuil. Il tombe quasiment automatiquement dans l'alcool alors qu'il n'a que 17 ans. S'enchaîne alors le succès soudain de son groupe, à peine 2 ans après le décès de sa mère, et les événements ne lui laisseront jamais le temps de digérer le drame qu'il vient de vivre. John garde donc au fond de lui un deuil inachevé, une douleur qu'il n'a pas eu le temps de penser. Ce n'est qu'une dizaine d'années plus tard qu'il se décidera à suivre une thérapie. D'abord chez lui, puis dans un centre, dans lequel il restera 4 mois. C'est à la sortie de ce centre qu'est né Mother, l'un des titres les plus intimistes et les plus forts de John Lennon, où celui-ci raconte de manière brute et sincère l'histoire de son enfance. Numéro 4, Polly de Nirvana. Bon, les textes de Nirvana ne sont pas spécialement réputés pour être joyeux. C'est d'ailleurs en partie dû au nihilisme et à la noirceur des textes de Cobain que le groupe tire son succès phénoménal dans les années 90. Polly n'échappe pas à cette règle. Ce morceau, interprété par le groupe sur MTV en 1993, dans un des lives les plus connus du groupe, évoque le viol d'une jeune fille écrit du point de vue du violeur. Ce qui rend le morceau troublant. Mais ce qui rend le morceau encore plus troublant, c'est de savoir que tous les détails de Polly sont vrais. Le violeur en question a réellement existé et il s'appelle Gerald Friend. Il est connu pour avoir kidnappé, torturé et violé une jeune fille de 14 ans qui sortait d'un concert. Il lui a proposé de la ramener chez elle et vous avez compris la suite. Gerald Friend n'était pas du tout un inconnu des services de police puisqu'il avait déjà écopé d'une peine de prison pour des faits similaires, mais il avait été libéré sous condition, ce qui a donné lieu à sa récidive. Heureusement, la jeune fille a réussi à se libérer et lui a été de nouveau emprisonné. Malheureusement, l'horreur ne s'arrête pas là, puisqu'après la sortie de Polly, 2 hommes ont violé une jeune fille en chantant les paroles du morceau. En apprenant ça, Kurt Cobain était tout simplement écœuré. Écœuré de savoir que ce genre de personne écoutait sa musique. Alors il a laissé un mot à ses fans dans la cover du projet Incesticide, sorti en 1992. À ce stade, j'ai une demande pour nos fans. Si l'un d'entre vous déteste d'une manière ou d'une autre les homosexuels, les personnes d'une couleur différente ou les femmes, s'il vous plaît, faites-nous cette faveur, laissez-nous tranquilles. Ne venez pas à nos concerts et n'achetez pas nos disques. Merci Kurt. Numéro 3, Zombies de The Cranberries. C'est
un morceau que je connais personnellement depuis longtemps, j'ai entendu durant mon enfance et j'ai grandi en ignorant complètement la signification des paroles. Dans le texte, il y a pourtant quelques indices. On parle de violence, d'un enfant qui décède, d'une maman brisée, et en fait, tout ça s'inspire d'un attentat à la bombe survenu dans le nord de l'Angleterre, plus précisément à Warrington. À l'époque, il y avait un conflit entre l'IRA, l'armée républicaine irlandaise provisoire, considérée comme un groupe terroriste par le Royaume-Uni, et l'Angleterre. L'IRA a donc procédé à une attaque à la bombe, déposant 2 bombes dans les poubelles d'une rue animée de Warrington. L'attaque fera 54 blessés et 2 morts, 2 enfants. Jonathan Ball, 3 ans, qui était en train d'acheter une carte pour la fête des mères, et Tim Parry, 12 ans, qui restera dans le coma 5 jours avant d'être officiellement déclaré mort. Numéro 2, Jeremy de Pearl Jam. C'est un des morceaux les plus connus du groupe mythique. Le morceau tire son nom de l'affaire Jeremy Wade-Deley. Jeremy, c'est un garçon plutôt solitaire de 15 ans qui vit au Texas. Le 8 janvier 1991, Jeremy arrive en retard à son cours d'anglais et sa professeure lui demande d'aller chercher un billet justifiant son absence dans le bureau du directeur. Jeremy sort de la classe, se dirige vers les casiers et revient en tenant une arme dans sa main. Il se dirige vers le devant de la classe, pointe l'arme dans sa bouche et se suicide devant ses 30 camarades âgés d'une quinzaine d'années. C'était un suicide préparé puisque le garçon a laissé des notes et des cassettes à ses quelques amis en expliquant son geste. Le clip du morceau de Jeremy fera d'ailleurs polémique et faussera l'image de la vraie affaire. En effet, dans la première version du clip, on voit la totalité de la scène où Jeremy se tue devant sa classe. Mais cette scène importante du clip a été coupée dans la version finale. Et si vous regardez le clip aujourd'hui, on a l'impression que Jeremy tire sur ses camarades et non sur lui-même. La chanson a donc été associée, notamment plus tard, à une chanson écrite sur les tueries dans les écoles aux États-Unis, alors qu'en fait, pas du tout. Cependant, malgré ce contresens relativement grave, la musique recevra le prix de la vidéo de l'année, donnant l'occasion au chanteur de Pearl Jam de déclarer ceci. If it weren't for music, I think I would have shot myself in the front of the classroom, you know. It really is what kept me alive, so this is kind of a full circle. So to the power of music, you know, thanks. Numéro 1, One de Metallica. Bon, j'ai un peu triché pour celle-ci car la chanson s'inspire du personnage principal d'un roman, mais le personnage principal de ce roman s'inspire d'une histoire vraie. Je voulais parler d'One dans cette vidéo car je trouve que le sentiment décrit dans cette musique est particulièrement puissant et atroce. Joe Bonham, c'est le personnage principal du livre Johnny Got His Gun, écrit par Dalton Trumbo. C'est l'histoire d'un jeune garçon américain dont le père, profondément patriote, insiste pour que son fils combatte durant la Première Guerre mondiale. Malheureusement, un obus allemand va frapper le jeune Joe, lui faisant perdre ses bras, ses jambes, ses yeux, ses oreilles, sa bouche et son nez. En gros, c'est un cerveau, un esprit encore actif et lucide, bloqué dans un corps absolument inutilisable. Dans le livre, le garçon adresse au personnel médical, horrifié par l'état du patient, un message en morse demandant de le tuer. One de Metallica reprend cette idée d'esprit coincé dans un corps. Petite digression d'ailleurs, mais ça me fait beaucoup penser à l'un des personnages d'un de nos auteurs français, Madame Raquin, dans le livre d'Émile Zola, qui vit la même chose que Joe à la fin du livre lorsqu'elle apprend que Thérèse et Laurent ont en fait tué son fils et qu'elle ne peut absolument plus rien y faire. C'est personnellement une idée qui me touche énormément et c'est assez rare d'avoir des chansons sur le sujet, alors je suis contente qu'un aussi bon groupe que Metallica en ait fait une musique entière. Si vous connaissez d'autres morceaux inspirés d'histoires vraies, n'hésitez pas à me les soumettre dans les commentaires, je ferai peut-être une partie 2 ou pas selon mon inspiration et la vôtre. En attendant, moi je vous dis à très vite et prenez soin de vous.